Je suppose que ce n'est pas l'avenir que tu t'imaginais en lorgnant cet argent. Tu ne comprends clairement pas. Llewellyn Moss est un personnage clé de No Country for Old Men. C'est lui qui trouve la mallette d'argent. Et à partir de ce moment-là, toute la chaîne des événements se déclenche. Tu sais comment tout ça va finir, n'est-ce pas? Non. Tu le sais, tu le sais. Au début, on a l'impression que l'argent traîne simplement dans le désert. Le prendre et l'emporter avec soi, c'est un jeu d'enfant. Mais au final, une véritable chasse commence. D'un côté, Anton Chigurh. De l'autre côté, Carson Wells. Écoute, tu dois rendre l'argent. Et bien sûr, les Mexicains. Et ce gars, Moss, il se rend compte quels salauds le poursuivent? Dans une telle situation, il semble que Moss n'avait tout simplement aucune chance de s'en sortir. Mais est-ce vraiment le cas? Voyons quel était son plan. Comment les Mexicains l'ont-ils finalement retrouvé? Avait-il une chance de réussir? Et quelle a été sa principale erreur? Au début, Moss semble être presque un homme ordinaire, un simple soudeur qui s'est juste retrouvé au mauvais endroit et qui, par pur hasard, est tombé sur une valise remplie d'argent. Qu'y a-t-il dans la valise? Une tasse de fric. Tu as enfin eu ce que tu attendais? Il s'est retrouvé par hasard sur les lieux de la fusillade et il devait comprendre contre qui il jouait. Il semblerait que s'opposer à de telles personnes soit de la pure folie, mais je ne tirerai pas de conclusion hâtive. Il a vu la même chose que moi, et cela m'a impressionné. Comme l'a fait remarquer Carson Wells, il a rencontré Chigurh et il est resté en vie. Tu l'as vu et tu es toujours en vie? Et cela en dit long en soi. Le fait est que Llewellyn Moss est en réalité bien plus intelligent qu'il n'y paraît. Et il avait vraiment un plan. Et pour comprendre comment il agit et quel était son plan, analysons son parcours et ses décisions depuis le tout début. Je pense que vous serez surpris de voir à quel point il agit de manière réfléchie. La première chose à laquelle il faut prêter attention, c'est la façon dont il manipule son arme. Par exemple, lorsqu'il tire, il place sa botte sous le fusil. Pour ceux qui ne connaissent pas bien le tir, cela peut sembler être du bricolage, mais en réalité, c'est tout le contraire. C'est ce que font les tireurs expérimentés pour stabiliser l'arme et rendre le tir plus précis. Bien sûr, ils ne mettent pas précisément une botte. Mais c'est un support de fortune qui remplit parfaitement cette fonction. Ensuite, il y a encore un détail. Après le tir, il ramasse immédiatement la douille et la met dans sa poche. C'est aussi un moment révélateur. Il est possible que la chasse ne soit pas tout à fait légale et il ne veut pas laisser de traces. Mais, très probablement, c'est une habitude liée à son passé militaire. En situation de combat, on essaie de ne rien laisser derrière soi qui pourrait révéler sa position afin de ne pas donner d'indices supplémentaires à l'ennemi. Et plus tard, nous apprendrons qu'il a effectivement servi au Vietnam. Vietnam? Il y avait aussi le Vietnam. En outre, on ne peut pas exclure une raison plus banale. Les douilles peuvent être réutilisées en rechargeant de nouvelles cartouches. Il aperçoit un chien aux jumelles et remarque des traces de sang. Il comprend immédiatement d'où il vient et, en suivant ces traces, il arrive sur le lieu de la fusillade. Là-bas, il agit sans panique ni agitation inutile, il avance prudemment, garde tout dans sa ligne de mire et vérifie chaque détail. En découvrant un survivant, il le désarme immédiatement, sans oublier de prendre le chargeur supplémentaire dans sa poche. En inspectant les lieux, il comprend rapidement ce qui s'est passé, un règlement de compte entre trafiquants de drogue. Et il pose la bonne question, où est le dernier? Où est le dernier? L'un d'eux aurait dû survivre. Et à ce moment-là, il admet que cette personne pourrait être en train de le mettre en joue en ce moment même. Eh bien, tire-moi dessus, espèce d'abruti. Ce qui prouve encore une fois que ce gars est malin. Faites attention à la façon dont il regarde sa montre. Au début, on peut penser qu'il vérifie simplement l'heure. Mais je suis sûr que c'est autre chose. On peut utiliser une montre comme une boussole improvisée. Il suffit de pointer l'aiguille des heures vers le soleil et l'angle entre celle-ci et le chiffre en indiquera le sud. C'est un vieux truc bien connu. Comme Moss l'a déjà découvert, ce sont des trafiquants de drogue. Et ils ne parlent même pas anglais, à en juger par le survivant. Tu me comprends? Cierra la puerta.
le lieu de la fusillade, c'est aux États-Unis, à la frontière avec le Mexique, donc il est logique qu'il soit arrivé justement du côté mexicain. Et s'il y avait un survivant, il est fort probable qu'il se dirige justement vers la frontière avec le Mexique. Je partirai par le même chemin que celui par lequel je suis venu. C'est-à-dire vers le sud, et comme on peut le voir d'après sa montre, les arbres se trouvent justement au sud, et sous un soleil de plomb, il est logique de s'abriter là-bas. C'est ainsi qu'il trouve le dernier homme et cette fameuse valise avec l'argent. Et ici, j'aimerais faire une petite pause et attirer votre attention sur un détail. Souvenez-vous, au tout début, Moss, en traquant sa proie, dit « Ah, eh bien, reste immobile. » Plus tard, Anton Chigurh prononce la même phrase. Restez immobile. Je suis certain que c'est un parallèle voulu, pas un hasard. Dès le début, on nous montre Moss comme un chasseur. Il traque le gibier. D'une certaine manière, Chigurh est aussi un chasseur, mais sa cible, ce sont les gens. Et au moment où Moss prend la valise, il cesse d'être le chasseur et devient la proie. À partir de cet instant, c'est lui qui est traqué. Ainsi, les parallèles avec le monde animal, le chasseur et la proie, sont transposés dans la sphère humaine. En quittant le lieu de la fusillade, il y laisse un Mexicain blessé, malgré la demande de celui-ci de lui donner de l'eau. De l'eau. Je n'ai pas d'eau. Mais, une fois rentré chez lui, il semble ressentir des remords et décide finalement de revenir avec de l'eau. C'est sans doute sa première erreur. Sans cet élan de compassion, sa voiture ne serait pas restée sur place et son identité n'aurait pas été révélée aussi rapidement. Je connais cette voiture. Le nom du propriétaire est Moss. Mais d'un autre côté, il y avait une balise radio dans le sac. Donc même s'il n'était pas revenu, on l'aurait quand même retrouvé. Mais Moss improvise littéralement un plan sur le moment. Et dans l'ensemble, il n'est pas si mauvais que ça. Oui, il a pris l'argent et s'est lancé dans un sale jeu. Mais je pense qu'il avait encore une chance de s'en sortir. Analysons ce plan plus en détail. Alors, quel était le plan de Moss et comment comptait-il s'en sortir ? Pour commencer, il est important de comprendre où se déroulent les événements. Selon le scénario, tout se passe dans la région de Sanderson. C'est une zone frontalière à l'ouest du Texas, et aussi une petite communauté. D'après le recensement de 2010, moins de 1000 personnes y vivent. Une fois rentré chez lui, après avoir affronté les trafiquants de drogue, il demande aussitôt à sa femme de faire ses valises. Si on te volait 2 millions, tu chercherais combien de temps ? Elle part pour la ville d'Odessa, au Texas, et lui se dirige vers Del Rio. Pourquoi il ne part pas avec elle tout de suite ? Il l'explique dans le bus. Pourquoi jusqu'à Del Rio ? Parce que la voiture est chez Roberto. Il a une connaissance, ou peut-être un parent, qui s'appelle Roberto, qui vit à Del Rio, et chez qui il compte emprunter une voiture. Il a été obligé de laisser la sienne sur les lieux de la fusillade. Il ne veut pas en acheter une nouvelle parce qu'il faudrait l'enregistrer et cela laisserait des traces inutiles. Toi, tu peux en acheter une, non ? Dans ce cas, il faudra l'enregistrer. Alors, il se retrouve au Regal Motor Hotel. À l'hôtel, il réfléchit encore à tout à l'avance. Il cache la valise dans la ventilation de façon à pouvoir la récupérer depuis la chambre voisine. Vous pouvez prendre une chambre voisine si vous voulez. Non, mieux vaut que je prenne la 38. C'est-à-dire qu'il prévoit à l'avance des voies de repli. Plus tard, il prend l'argent sans entrer dans la chambre principale. Là, il achète un fusil et le transforme en fusil à canoncier. Comme nous l'avons déjà compris, il sait manier les armes. Il y a encore une autre scène révélatrice. Quand il revient au motel en taxi, sentant une embuscade, il demande de passer devant sans s'arrêter. Allons plutôt dans un autre motel. Je me demande comment il a compris qu'on l'attendait déjà. D'abord, il a remarqué une voiture inconnue à l'entrée. Ensuite, les rideaux. En partant, il les avait bien fermés. Et maintenant, l'un d'eux est légèrement entrouvert. Il anticipe constamment la situation et, ce qui est important, il prend le plus souvent les bonnes décisions, mais il y a un petit détail qu'il ne prend pas en compte. Il y a une balise dans la valise et cela suffit pour que tous ses plans tombent à l'eau. Au moment où il découvre l'émetteur, il tombe sur Anton Chigurh. Par miracle, il parvient à s'échapper. Comprenant qu'il est poursuivi, il décide de se diriger vers le Mexique.
Dans la ville de Del Rio coule la rivière Rio Grande, qui marque la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Il parvient à passer en se faisant passer pour un clochard ivre. Je t'offre 500 $ pour ta veste, et la bière aussi. Au début, il semble que la scène soit tout simplement irréaliste. Un homme franchit la frontière presque sans obstacle, mais ici, le sens du passage est déterminant. Moss n'essaie pas d'entrer aux États-Unis, il se dirige vers le Mexique. Et ça, c'est une histoire fondamentalement différente. La frontière américaine est principalement un filtre à l'entrée, pas à la sortie. Dans les années 80, à ma connaissance, le contrôle était un peu plus souple qu'aujourd'hui. Ajoutez à cela la nuit, l'absence de bagages et l'apparence d'une personne avec laquelle on n'a pas envie de s'embêter, et la scène devient plus réaliste. Eh bien, cela reste du cinéma. La scène est simplifiée. En réalité, il aurait sans doute été contrôlé superficiellement et interrogé. Il est intéressant de noter que lorsqu'il repart dans l'autre sens, le contrôle devient bien plus strict. Je pose des questions. Si j'obtiens des réponses claires, je laisse passer. Si les réponses ne sont pas claires, je ne laisse pas passer. Et c'est exactement conforme à la réalité. Il doit abandonner la valise, impossible de la faire passer la frontière. Faites attention au panneau derrière lui, sur lequel il est écrit que les sommes supérieures à 10 000 $ doivent obligatoirement être déclarées. C'est pourquoi il se débarrasse de l'argent. Déjà sur le territoire mexicain, il se retrouve à l'hôpital. Mais du coup... C'est là que Carson Wells le retrouve. Plus tard, il retourne de nouveau sur le territoire des États-Unis. Ensuite, il se rend à El Paso, où il devait retrouver sa femme. Mais il n'a pas le temps de le faire. Il est tué par des Mexicains. Désolé de ne pas avoir pu aider ton gars. Une question se pose ici. Comment l'ont-ils trouvé? Ils n'avaient plus de balises. Ils s'en étaient débarrassés. Et pourtant, ils l'ont retrouvé. En réalité, c'est assez simple. Lors d'une conversation téléphonique avec sa femme, Moss donne lui-même l'endroit exact du rendez-vous. Tu dois aller au motel Desert Sands, à El Paso. Pourquoi El Paso précisément? Parce que c'est là qu'il y a l'aéroport le plus proche. Il comptait lui remettre l'argent et la faire partir en avion. Je te donnerai la valise et je te mettrai dans l'avion. Les Mexicains n'ont pas de traceur, mais ils savent où se trouve la femme de Moss et ils la surveillent. Nous allons à El Paso, au Texas. No te acerques. Quand la femme de Moss part, l'un d'eux interroge sa mère. « Je peux vous aider, madame. Je connais El Paso. Où logerez-vous » Et par naïveté, elle donne le nom de l'hôtel. C'est évident d'après le dialogue. Et finalement, Moss est retrouvé précisément dans cet hôtel-là. En résumé, Moss perd non pas parce qu'il était stupide ou imprudent. Même s'il n'a pas trouvé l'émetteur tout de suite, c'est un homme expérimenté et préparé, avec un passé militaire et une maîtrise des armes. Il a l'habitude de travailler sur le terrain et d'utiliser l'environnement pour résoudre des problèmes locaux. Il n'est clairement pas idiot, mais il se lance dans un jeu truqué dont il ne comprend pas complètement les règles. Ce n'est pas un tueur, ni un prédateur. C'est un homme ordinaire qui a encore une morale et des principes. Et toi non plus. Tu n'es pas un tueur, tu es juste tombé sur de l'argent au mauvais moment. Et dans le film, on nous le fait comprendre tout de suite. Il retourne voir le bandit mexicain mourant avec de l'eau parce qu'il est tourmenté par des remords. Ensuite, il fait encore une erreur. Il ne peut pas sortir sa femme de l'équation. Là où un homme sans principe aurait simplement disparu en coupant tous les liens, Moss continue de s'accrocher à ce qui lui est si cher. Je travaille jour et nuit au magasin. Tu ne travailles plus, Carl Agent. Tu fais seulement des achats. S'il était aussi dépourvu de principes que ceux qui le traquent, il aurait simplement disparu. D'autant plus qu'après s'être débarrassé de l'émetteur, il avait vraiment une chance. Les Mexicains le retrouvent grâce à sa femme. Une scène révélatrice à l'hôtel. Une femme flirte avec lui. Tu bats encore des records? J'ai de la bière dans ma chambre. Au début, on dirait qu'il a cédé à sa séduction, mais plus tard, on la retrouve morte dans la piscine. Moss, lui, est retrouvé dans la chambre. Donc, ils n'étaient pas ensemble au moment de son meurtre. Très probablement, elle a été éliminée simplement pour qu'elle ne donne pas l'alerte. Au final, Moss a perdu uniquement parce qu'il était un homme qui s'est lancé dans le jeu avec ceux qui avaient depuis longtemps renoncé à toute humanité. Et c'est précisément cela qui l'a condamné. Cette histoire ne s'arrête en réalité pas à Moss. Au contraire, tout ne fait que commencer avec lui. Parce qu'ensuite, il y a le shérif Bell, un homme qui se retrouve confronté à un monde qu'il ne comprend plus.
Il y a Carson Wells, un personnage qui semble jouer selon les mêmes règles, mais qui se révèle tout de même impuissant. Et bien sûr, Anton Chigurh, qui, selon certains, n'existe pas vraiment. Il y a déjà pas mal de critiques à son sujet, mais je pense qu'il y a encore des choses à raconter. Si vous voulez que j'analyse davantage ce film, écrivez-le simplement dans les commentaires et indiquez le nom. Vous pouvez également soutenir la chaîne de la manière qui vous convient le mieux. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo depuis le futur, il est possible que la suite ait déjà été tournée. Il suffit de consulter la description de la vidéo.